Le monde moderne repose sur un pilier silencieux, invisible et omniprésent, la dette. Peu importe l'idéologie, la richesse nationale ou le continent. Les États-Unis doivent plus de 38 000 milliards de dollars, la dette la plus élevée de leur histoire. L'Union européenne en doit environ 14 000 milliards. Le Japon dépasse les 9 000 milliards. Même des nations riches en pétrole, comme l'Arabie saoudite, ou des puissances exportatrices comme l'Allemagne et la Chine, portent des dettes colossales. Et tandis que la dette mondiale franchit les 315 000 milliards de dollars, une question se dresse, tranchante. Si tout le monde est endetté, qui est exactement le créancier? L'intuition échoue ici, car la dette ne fonctionne pas comme une simple transaction entre deux parties. Ce n'est ni une vente, ni un prêt ordinaire, ni une hypothèque comme celle que nous connaissons. C'est un système. Un entrelacement de promesses qui soutient les guerres, les crises, les expansions économiques, les renflouements financiers et les ambitions nationales. Pour comprendre ce mécanisme, il faut remonter loin en arrière, au-delà de Wall Street, au-delà des banques centrales, au-delà même de l'État moderne. L'origine réelle de la dette nationale n'est pas née dans un bureau financier, mais sur un champ de bataille. En 1694, l'Angleterre combattait la France dans une guerre coûteuse et ses coffres étaient presque vides. La couronne faisait face à une possible défaite. C'est alors que le roi se tourna vers les marchands et les prêteurs privés. Ceux-ci acceptèrent de financer l'État, non par loyauté, mais en échange d'un flux permanent d'intérêts garantis par des impôts futurs. Cette alliance entre pouvoir politique et crédit privé donna naissance à la Banque d'Angleterre. Pour la première fois, un État pouvait promettre de l'argent qui n'existait pas encore. Pour la première fois, la dette devenait un actif. Cette invention transforma le monde. Ce que l'Angleterre créa pour survivre, d'autres empires l'adoptèrent pour croître. La France copia le modèle. Les Pays-Bas le perfectionnèrent. Les États-Unis nouvellement indépendants l'utilisèrent pour financer leur révolution, puis leur expansion vers l'Ouest. La dette cessa d'être un signe de faiblesse. Elle devint un indicateur de crédibilité. La capacité d'un pays à emprunter devint une mesure de sa stabilité, de sa réputation et de son pouvoir. Avec le temps, la dette nationale passa d'un outil d'urgence à la pierre angulaire du système financier global. Les empires d'autrefois conquéraient de l'or à la pointe de l'épée. Les empires modernes émettent des obligations. Le champ de bataille n'est plus géographique. C'est un bilan comptable, une adjudication du trésor, un flux permanent entre banques, fonds, gouvernements et citoyens. Mais voici la véritable paradoxale. Ce qui avait commencé comme un simple accord entre un État et un prêteur devint une toile planétaire d'obligations mutuelles. Les États-Unis doivent une grande partie de leur dette à eux-mêmes. Le Japon achète des obligations américaines tout en finançant sa propre dette interne. L'Europe prête aux pays en développement à travers la Banque mondiale, tout en dépendant d'investissements étrangers pour stabiliser son économie. Les pays pauvres, faute d'alternatives, achètent des obligations occidentales comme réserve sûre, prêtant ainsi à ceux qui leur prêtent. Tout le monde doit. Tout le monde prête. C'est un cercle. Le résultat est déconcertant. Il n'existe pas de créancier unique. Pas de figure secrète, pas de conspiration centrale. Ce qui existe, c'est un système qui se nourrit de lui-même. Un mécanisme où chaque promesse repose sur une autre, où l'argent, loin d'être une richesse tangible, devient une dette qui circule sous l'apparence de valeur. Aujourd'hui, chaque dollar en circulation représente une dette quelque part dans le système. Chaque obligation d'État est une promesse marquée d'un intérêt. Chaque monnaie digitale, chaque solde bancaire, chaque transfert électronique n'est qu'un fragment d'une obligation plus vaste. Il n'existe pas d'argent sans dette. Il n'existe pas d'économie sans promesse. Ainsi, la question initiale, à qui doit-on vraiment? Révèle une vérité inattendue. Le monde ne doit pas son argent à un pays en particulier. Le monde se doit à lui-même. Mais que la dette soit collective ne signifie pas que ses bénéfices le soient. Derrière cette architecture invisible, il y a des gagnants très nets et des perdants silencieux. Et c'est là que commence la véritable histoire. Si la première partie révélait l'origine historique de la dette moderne, cette seconde partie dévoile la mécanique qui la fait tourner aujourd'hui. Et ce que l'on découvre bouleverse toute intuition. Dans l'économie mondiale, les créanciers ne sont pas des figures cachées dans l'ombre ou des puissances mystérieuses. Ce sont les mêmes nations, les mêmes institutions et, ironiquement, les mêmes citoyens qui s'endettent. La dette forme une architecture circulaire où chaque acteur tient la corde de l'autre. Prenons le cas des États-Unis, le cœur du système. Sur les 38 000 milliards de dollars que le pays doit, environ la moitié correspond à de la dette publique en circulation, c'est-à-dire des obligations détenues non pas par l'État lui-même, mais par des investisseurs. Parmi eux, près des 2/3 sont des institutions américaines, banques, fonds de pension, compagnies d'assurance,
Fonds mutuels et même la Réserve fédérale. Le dernier tiers, environ 9 000 milliards, est détenu par des acteurs étrangers. Le Japon est le premier d'entre eux, avec près d'1 billion de dollars, suivi de la Chine avec environ 800 milliards. Le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Belgique complètent la liste. Mais voici le paradoxe. Malgré les titres sensationnalistes affirmant que les États-Unis doivent de l'argent à la Chine, cette part représente à peine 2% de leur dette totale. La grande majorité de la dette américaine est détenue par l'Amérique elle-même. Le Trésor émet des obligations, les banques les achètent, la Réserve fédérale en rachète une partie en créant de nouveaux dollars, et les citoyens paient les intérêts à travers les impôts, qui retournent dans les institutions qui détiennent ces obligations. C'est un miroir. Un système fermé où l'argent circule, s'auto-alimente et soutient l'infrastructure financière du pays. Ce modèle n'est pas une exception. Il est devenu la norme. Le Japon prête aux États-Unis en achetant leurs obligations. Les États-Unis prêtent à l'Europe à travers le FMI. L'Europe prête au reste du monde via la Banque mondiale. Et les pays en développement, pour protéger leurs économies fragiles, déposent leurs réserves en achetant des obligations émises par les mêmes puissances qui les financent. Chaque pays possède un morceau de la dette de l'autre. Chaque promesse repose sur une promesse étrangère. C'est une table de poker planétaire où chaque joueur emprunte des jetons au suivant, et où la seule règle essentielle est que personne ne quitte la partie. Pourtant, ce ne sont pas les nations qui détiennent le véritable pouvoir. Derrière chaque obligation souveraine se cache une couche encore plus profonde, les marchés. Fonds de pension gigantesques, hedge funds, fonds souverains et banques centrales gèrent des dizaines de milliers de milliards de dollars. Ils décident quels pays peuvent emprunter à faible coût et lesquels devront payer des taux exorbitants pour survivre. Leur confiance soutient la stabilité. Leur méfiance peut faire s'effondrer une monnaie en quelques jours, provoquer la chute d'un gouvernement ou imposer des décennies d'austérité à une population entière. Dans ce système, le créancier ultime n'est pas une nation. C'est une structure. Une matrice d'institutions qui voit la dette non pas comme une menace, mais comme un actif. Une obligation d'État américaine ou japonaise n'est pas perçue comme une promesse incertaine. Elle est considérée comme l'un des actifs les plus sûrs du monde. Les banques l'utilisent comme garantie. Les fonds de pension la détiennent comme pierre angulaire. Les banques centrales la traitent comme une forme de monnaie. La dette devient alors le carburant du système. Chaque obligation n'est plus un fardeau. C'est un instrument. Mais cette logique a une conséquence troublante. Si toute monnaie est une dette, et si toute dette est réinvestie dans de nouvelles dettes, alors il n'existe plus de frontières entre créanciers et débiteurs. Ce ne sont plus deux rôles distincts. Ce sont les deux faces d'un même mécanisme. Une nation peut être un débiteur colossal et en même temps un créancier majeur. Un citoyen peut payer des impôts qui financent des intérêts, tout en bénéficiant indirectement des mêmes intérêts via son fonds de retraite. La dette cesse d'être un fardeau individuel. Elle devient une architecture collective. Et dans cette architecture, ce qui soutient tout n'est pas l'or ni les ressources réelles. C'est la confiance. Une croyance abstraite mais essentielle, l'idée que les obligations seront honorées demain, même si personne n'attend réellement que le capital soit remboursé un jour. Ce sont ces croyances, silencieuses et fragiles, qui maintiennent le monde moderne en équilibre. Dans ce troisième chapitre, la question initiale, qui est le créancier? Cesse d'être une curiosité intellectuelle et devient une fracture morale. Car si le monde se doit de l'argent à lui-même, cela ne signifie pas que les coûts et les bénéfices sont répartis équitablement. La dette mondiale n'est pas une simple mécanique financière. C'est un système de redistribution silencieux, où l'argent circule toujours dans la même direction, du bas vers le haut. Le moteur de ce système est la confiance. Ou plus précisément, la croyance collective que les obligations publiques continueront d'exister, d'être renouvelées et de payer des intérêts. Le système ne repose pas sur le remboursement, mais sur le roulement. Les gouvernements émettent de nouvelles dettes pour financer les anciennes, un cycle perpétuel que les économistes appellent refinancement. Le capital n'est jamais réellement payé. Seuls les intérêts comptent. Ils sont le véritable produit, la véritable rente qui alimente les marchés. Mais la confiance n'est pas infaillible. Et lorsqu'elle se brise, les conséquences sont brutales. En Grèce, en 2010, la dette publique devint soudain insoutenable. Les détenteurs d'obligations paniquèrent. Les taux d'intérêt explosèrent. Le FMI et la Banque centrale européenne intervinrent, mais leur aide fut conditionnée à une austérité sévère. Hausse des impôts, réduction drastique des dépenses publiques, effondrement du marché du travail. Une génération entière paya le prix d'un système qu'elle n'avait pas construit. En Argentine, les défauts successifs transformèrent la dette en malédiction nationale. Les citoyens perdirent leurs économies, les retraits furent limités, l'inflation se déchaîna. Pour des millions de familles, la dette ne représentait pas un instrument financier,
mais une menace quotidienne. Au Sri Lanka, l'effondrement fut encore plus direct. Sans devise suffisante pour payer les importations de carburant, le pays s'enfonça dans une crise politique et sociale. À chaque fois que le système craque, les créanciers deviennent soudain visibles. Le FMI, les agences de notation, les banques étrangères, les détenteurs anonymes de titres qui déterminent la survie ou la chute d'un gouvernement. Pourtant, après chaque effondrement, la même logique renaît. Les prêts sont restructurés, les anciennes dettes sont remplacées par de nouvelles, et la machine redémarre. La dette souveraine n'a jamais été conçue pour disparaître. Elle a été conçue pour durer. Pourquoi? Parce que dans le monde moderne, la dette est un actif, non un passif. Un bon du Trésor américain, par exemple, n'est pas considéré comme une promesse fragile, mais comme l'un des instruments financiers les plus fiables du monde. Les fonds de pension les intègrent dans leur portefeuille, les banques les utilisent comme garantie, les banques centrales les traitent comme de l'argent. Si les gouvernements remboursaient réellement leurs dettes, ils détruiraient l'un des piliers fondamentaux des marchés financiers. Le remboursement total provoquerait un effondrement massif. Le monde perdrait son actif le plus stable. Et les économies s'effondreraient faute de liquidité. Voilà pourquoi la dette souveraine n'est pas destinée à être remboursée. Elle est destinée à être entretenue, alimentée, perpétuée, comme une flamme qui doit rester vivante pour que la machine continue de fonctionner. Ce que les politiciens appellent « équilibrer le budget » n'est qu'une fiction utile. L'objectif n'est pas d'éliminer la dette, mais de la rendre soutenable et suffisamment attractive pour que les investisseurs aient toujours confiance. C'est ici que la vérité la plus inconfortable apparaît. Quand nous disons que le monde se doit de l'argent à lui-même, ce n'est vrai qu'en surface. En profondeur, les intérêts ne circulent pas horizontalement entre nations, mais verticalement entre classes. Les contribuables et les travailleurs financent les intérêts. Les détenteurs de dettes, banques, fonds, investisseurs les reçoivent. C'est une mécanique de transfert. Une extraction lente et constante qui renforce ceux qui possèdent déjà des actifs et affaiblit ceux qui n'en possèdent pas. Dans ce sens, la dette n'est pas un duel entre pays. C'est une tension permanente entre ceux qui paient et ceux qui encaissent. Une architecture mondiale où l'inégalité n'est pas un accident, mais une conséquence structurelle. Le système récompense ceux qui détiennent la dette et sanctionne ceux qui la remboursent. Et tant que cette logique perdure, de nouvelles promesses devront être créées pour soutenir les anciennes. Lorsque l'on retire toutes les couches, la conclusion se révèle avec une simplicité frappante. Les véritables créanciers ne sont pas des nations spécifiques, ni des adversaires géopolitiques. Ce sont les institutions et les individus qui détiennent les obligations, et qui vivent des intérêts générés par cette immense construction. Et tant que le monde continuera à croire que ces promesses sont honorables et renouvelables, la machine continuera à tourner. La dette n'est pas une anomalie. C'est la colonne vertébrale du système. Une promesse que personne ne prévoit de tenir entièrement, mais que tout le monde doit feindre de respecter pour que la civilisation fonctionne. Elle est, au fond, une croyance partagée. Une fiction collective suffisamment solide pour maintenir en vie une économie mondiale. La dette signifiait autrefois servitude. Aujourd'hui, elle signifie équilibre. Mais si l'équilibre se brise, si la confiance s'effondre, le masque tombe et la dette révèle sa véritable nature, une promesse impossible à tenir pour toujours. Et pourtant, indispensable pour que le monde continue d'avancer.